Nous allons voir dans cette vidéo l'évolution des gabbros au fur et à mesure de l'avancement de la lithosphère océanique, depuis son apparition au niveau de la dorsale jusqu'à sa disparition dans le manteau lithosphérique au niveau de la zone de subduction. Allez, c'est parti, allons voir ça de plus près. Le plancher océanique est constitué de plusieurs types de roches. Tout d'abord les basaltes en coussin, ou pilolavas, qui constituent la partie la plus superficielle où se déposeront plus tard les sédiments. Ces basaltes prennent une forme de boule à cause du refroidissement très rapide de cette lave basaltique d'environ 1000 à 1200 degrés au contact de l'eau océanique d'une température comprise, elle, entre 2 et 4 degrés. En dessous de ces basaltes, nous avons des gabbros, des roches de composition identique aux basaltes, mais avec une structure grenue, c'est-à-dire que l'ensemble de la roche est cristallisé, dû à un refroidissement plus long en profondeur. Ce sont ces gabbros qui nous intéresseront aujourd'hui puisque nous allons suivre leur transformation au fur et à mesure de l'éloignement de la dorsale océanique. Et pour rappel, la roche située juste en dessous dans le manteau lithosphérique s'appelle la péridotite. Nous sommes ici éloignés de la dorsale océanique et proches de la lithosphère continentale. C'est à ce niveau que plonge la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, c'est la subduction. La lithosphère océanique plonge sous la lithosphère continentale car elle est plus dense avec des roches comme les basaltes, gabbros, métagabbros de densité supérieure aux roches continentales comme les granites et les granodiorites. Au fur et à mesure de l'éloignement de la dorsale océanique, les gabbros vont subir une hydratation pour donner des métagabbros à hornblende et des métagabbros à chlorite, également appelés schistes verts. Ces roches possèdent des minéraux hydratés, c'est-à-dire possédant dans leur formule chimique des groupes OH. Au fur et à mesure de l'enfouissement, l'augmentation de la pression va entraîner la déshydratation des roches pour donner des métagabbros à glaucophane ou schistes bleus, roches beaucoup plus déshydratées que les métagabbros à hornblende et les schistes verts. Nous finissons avec l'éclogite, roche complètement déshydratée, avec un minéral caractéristique qui est le grenat. La déshydratation des métagabbros va libérer de l'eau dans le manteau sous-jacent et entraîner la fusion partielle des péridotites. En effet, la présence d'eau va abaisser le solidus, c'est-à-dire la limite entre la roche à l'état solide et la roche sous forme liquide et solide, et permettre ainsi une fusion de la roche à une température inférieure. Nous avons donc ici un métamorphisme hydrothermal qui a pour conséquence d'hydrater les minéraux, puis un métamorphisme de subduction qui a pour conséquence de déshydrater les minéraux. Nous voyons sur ce schéma que la libération d'eau par les schistes bleus et les éclogites entraîne la fusion partielle des péridotites et produisent un magma. Ce magma étant moins dense que les roches environnantes, va remonter le long de failles et de fissures pour donner des roches volcaniques comme l'andésite et la rhyolite et des roches plutoniques comme les granodiorites. Pour résumer, durant la subduction, nous commençons par le faciès amphibolite avec les métagabbros à hornblende, puis nous passons dans le faciès schiste vert, puis schiste bleu pour terminer dans le faciès éclogite. Nous remarquons que ce métamorphisme est un métamorphisme dit de haute pression basse température, car la profondeur induit une augmentation de pression importante et la température reste relativement faible car la lithosphère océanique plongeante froide ne se réchauffe pas très vite.